On va commencer en te disant bonjour Anthony, c'est un plaisir de te recevoir dans notre émission en tout cas. J'espère que tu vas bien, que vous allez bien, pardon. Et puis on va vous présenter un petit peu, ou est-ce que tu veux te présenter? Ouais, bon, bonsoir à tous, merci de m'avoir invité pour cette émission. Donc moi, je suis Anthony Ravard, je suis le manager général de l'équipe CIC Union Atlantique, l'Académie du cyclisme, donc c'est avec son centre de formation et son équipe professionnelle de troisième division. Ok, super. Euh, Tout d'abord, une question toute simple. Comment est-ce que tu as atterri dans cette sphère, le vélo, dans ce sport? Assez vieux, ça date de mon adolescence, hein, tout simplement parce que mes oncles faisaient du vélo et j'avais un cousin aussi qui faisait du vélo, puis c'est d'aller les voir sur le bord de la route que ça m'a donné envie d'en faire, et puis de voir le bonheur que ça pouvait procurer aux vainqueurs des courses et cette décharge d'adrénaline qu'il pouvait y avoir chez ce vainqueur, j'avais envie de la recevoir moi-même. Donc j'ai fait du vélo essentiellement pour gagner des courses. Mm. Ok, qu'est-ce qui t'a plu sur le bord des routes quand t'es devenu, pas professionnel, mais du coup amateur à tes débuts? Qu'est-ce qui t'a plu le plus? Bah, c'est un sport qui est à la fois un sport individuel, mais qui se pratique en équipe. Donc il y a quand même le côté collectif qui ressort énormément dans ce sport. Mais par rapport aux autres sports que je faisais auparavant, que ce soit le football notamment, j'avais l'impression de me donner, même si j'étais pas très technique, mais j'avais l'impression de me donner et que tout le monde ne donnait pas pareil. Donc sur un vélo, bah forcément, si on pédale pas, on n'avance pas et on peut pas y aller faire un résultat. Donc c'est comme ça que je suis venu au vélo. Puis après, c'est le dépassement, ouais, comme j'ai dit, c'est le dépassement de soi, c'est ce qui est jouissif, c'est j'ai envie de dire, faire mal à la gueule au mec qui est derrière dans la roue, etc. Donc, non, c'est des trucs qui procurent du bonheur. Donc, c'est comme ça que j'ai aimé tout simplement faire du vélo et puis que j'ai grandi au fur et à mesure. Mais avant tout, ce que j'aime, c'est ce sport individuel qui se pratique en équipe et puis bah, bien sûr, le bonheur que procure une victoire. Et du coup, avant d'arriver pro, c'est quoi ton parcours dans tes clubs peut-être amateurs et du coup avant d'arriver à Bouygues? Moi, j'ai commencé le vélo donc à 15 ans à Erdre-et-Loire Cyclisme à Panncé en Loire-Atlantique, qui est aujourd'hui le Pays d'Ancenis Cyclisme. C'est une fusion de clubs. Euh, Ensuite, à l'âge de mes arrivées à junior, donc fin de KD2, donc 16-17 ans, j'ai intégré le centre de formation de La Roche-sur-Yon, le CREF de La Roche-sur-Yon. Donc, c'est là où j'ai pu allier les études et le sport cyclisme. Et puis après, j'ai intégré tout naturellement le Vendée U, parce qu'étant en Vendée, donc l'équipe de développement, elle Vendée U. Et puis bah, de fil en aiguille, j'ai toujours fait de plus en plus de résultats. Moi, j'ai vraiment commencé à performer en Espoir 1, donc à l'âge de 19 ans. Et c'est là où tout s'est accéléré et que j'ai commencé à penser à passer professionnel. Avant, c'était un rêve, mais à partir d'Espoir 1, je me suis dit oui, ça peut le faire. Donc, c'est à partir de l'âge de 19 ans. Et puis à 21 ans, j'étais chez les pros, chez Bouygues Télécom en 2005. Pardon. Et Anthony, quand tu étais adolescent, c'était qui tes idoles? Moi, je suis la génération Viran, Kulrik. Voilà, quand j'étais gamin, vers l'âge de 10 ans, c'était plutôt Indurain. Donc, c'est les souvenirs que j'ai de mon enfance. Ça, c'est surtout cette période-là, Indurain, jusqu'à un petit peu Armstrong, le début d'Armstrong, Ouais. quoi. Mais donc, ouais, Richard Virenque, c'était. Moi, à l'époque, quand j'ai commencé le vélo, pour tout dire, quand j'avais 14 ans, j'étais pas un passionné. Je faisais du vélo parce que voilà, j'ai regardé les courses sur ma route, mais j'étais pas plus passionné que ça. Et il y a un copain qui m'a demandé, mais c'est qui le numéro un mondial? Et je dis, bah, je sais pas. Il me dit, c'est un Français. Bah, je dis, c'est Richard Virenque, parce que Richard Virenque, bah, voilà, c'est le Tour de France, c'est la médiatisation. Et en fait, c'était Laurent Jalabert, le numéro un mondial. Mais voilà, le Tour de France bah, c'est l'événement planétaire et c'est là où les non passionnés bah, peuvent ont en tout cas l'info de ce qui se passe du vélo. Et donc, c'est comme ça que j'ai dit Richard Virenque tout naturellement. Ouais. Et sinon, t'as 12 victoires en professionnel, dont des belles victoires quand même, comme l'étoile de Bessèges. Quel est ton plus beau souvenir en tant que cycliste professionnel?
Bah, les victoires, forcément, c'est des bons souvenirs. L'Étoile de Bessèges, c'était un très bon souvenir parce que c'était ma seule course à étapes. Donc, ça se fait sur l'Étoile de Bessèges, c'est sur 5 jours. Donc, c'est assez fatigant de défendre un maillot tous les jours. Donc, j'imagine que sur le Tour de France, ça doit être encore plus fatigant sur 21 jours et quand on veut gagner le Tour. Et je comprends la fatigue nerveuse des leaders. Mais oui, oui, ça reste la plus belle pour moi avec Paris-Bourges, qui est quand même Paris-Bourges, une semi-classique avant Paris-Tour. Mais après, pour moi, ma fierté, ça a été de porter le maillot de l'équipe de France à Copenhague, au championnat du monde, où je termine 13e. Donc, de porter le maillot national, ça a été quand même une belle fierté pour moi. Est-ce que tu aurais quelques anecdotes à nous raconter sur cette carrière? Les anecdotes, il y en a pas mal. Non, j'ai envie de dire, ma carrière m'a permis de voyager. J'étais en Australie grâce au vélo. J'étais à Adélaïde, j'ai fait le tour de Thunder. Après, des anecdotes, ouais, j'en ai pas mal avec des coups de fringale sur des entraînements, je me rappelle avec Romain Bardet qui était néo-pro où on se tirait la bourse, on faisait le mano à mano, c'est-à-dire qu'on passait le relais ensemble et c'était à toi, à moi, à celui qui est le plus fort et putain, il me faisait mal à la gueule. Et finalement, à la sortie d'un rond-point, ça faisait 15 bornes qu'on était en train de passer le relais, on roulait entre 45 et 50 et il fallait, quoi. Ouais, il fallait montrer celui qui était le plus fort, quoi, tout simplement. Et puis à la sortie de ce rond-point, il restait plus que 10-15 bornes et les autres nous ont tous flingués. Puis on est resté en croustipette derrière. On est rentré comme on pouvait. Mais après, non, j'ai des anecdotes. Oui, il y en a pas mal parce que quand j'ai fait le Giro, il y avait l'étape d'Estrade Bianche où j'ai fini mort dans le groupe Eto avec Vaucleur, Charteau, avec le dérailleur qui grinçait, les vitesses qui passaient plus parce qu'il y avait que la terre, etc. Et je passe la ligne et puis j'étais au contrôle. Donc, frigorifié, pas bien, aller au contrôle. Voilà, nerveusement, c'est compliqué. C'est Mm. compliqué. Le lendemain, après, faut rentrer à l'hôtel. Le bus, il était dégueulasse. J'étais plus tout seul dedans. Le lendemain, il fallait se lever de bonne heure si on avait un gros transfert. Donc, non, non, il y a des belles choses parce qu'on a vu du pays, puis on a rigolé avec les copains. Et puis, il y a des choses un peu plus galères. Mais en général, j'en garde que du bonheur et je me dis privilégié d'avoir fait une carrière comme celle-ci. Sinon, maintenant, ça fait 10 ans que tu n'es plus cycliste professionnel. Avec un peu de recul, qu'est-ce que ça te fait et comment tu jugerais ta carrière en tant que sportif? Bah, ma carrière de sportif, j'ai pas fait une carrière exceptionnelle. J'ai fait 9 ans, 15, ouais, si je compte les deux classes 2 du Tour de Normandie, ça fait 15 victoires. Ça m'a permis d'avoir un tremplin dans la vie, ça m'a permis de vivre de ma passion. Comme je dis, ça a été que du bonheur de faire du vélo. Après, j'ai pas été reconnu du grand public, hein, je reste un coureur lambda. Mais après, bah voilà, hein, quand la carrière s'arrête à 30 ans, mais il faut se reconvertir. Donc chose qui n'était pas facile parce que j'avais pas forcément plus d'études que ça, mais j'avais l'envie de travailler et puis j'avais plein de projets en tête. Et puis le projet s'est concrétisé avec l'UCNA, tout simplement parce qu'ils m'ont ouvert les bras et puis qu'au fur et à mesure, je me suis investi. Et puis c'est comme ça qu'on a pu commencer à créer un centre de formation et puis évoluer jusqu'à aujourd'hui, l'académie et son équipe professionnelle. Mm. Et du coup, aujourd'hui, ton équipe sélectionnée Nantes Atlantique, comment tu la caractériserais? Est-ce que c'est une équipe qui est plutôt spécialisée plutôt dans les courses assez plates parce que bah, c'est la région qui fait que c'est pas non plus des courses montagneuses ou elle est assez polyvalente? Non, non, on se doit d'être une équipe diversifiée, hein. On se doit d'avoir des grimpeurs, alors on n'a pas trop de rouleurs, mais on se doit d'avoir des grimpeurs, des punchers et puis des sprinters. On essaye d'avoir cette équipe le plus diversifiée possible, aussi avec des coureurs d'expérience et des jeunes coureurs. Tout simplement parce que notre circuit au niveau national, on est surtout sur un circuit national qui démarre du Grand Prix de la Marseillaise et qui finit à Paris-Tours, avec des passages sur la route d'Occitanie où ça grimpe, avec l'Étoile de Bessèges, les étapes au sprint, et puis il y a des arrivées de punchers, avec un Paris-Tour où il va y avoir des chemins en terre. Donc il nous faut un peu tous les profils pour pouvoir être performants sur tous les domaines.
Et c'est comme ça qu'on construit l'équipe en début d'année, dans l'hiver plutôt. Tu as parlé de ta reconversion. Moi, je voulais juste savoir, tu nous l'as un peu évoqué, mais ta reconversion s'est faite vraiment de façon facile et fluide, ou il a quand même fallu cravacher pour obtenir un poste important? Ouais, quand les gens voient ça de l'extérieur, c'est toujours assez simple et facile, hein. C'est toujours la partie de l'iceberg que l'on voit pas. Non, non, ça a été beaucoup de moments de doute, hein, faut pas croire. Quand j'ai créé le centre de formation donc en 2015 et labellisé en 2016 à la Fédération française de cyclisme, en fait, tout simplement, moi, j'étais au chômage de ma carrière. J'ai fait ça sur ma période de chômage, la création du centre de formation. J'ai fait ça donc, sur du temps de bénévolat. Donc après, on a postulé pour être reconnu par la Fédération française de cyclisme au parcours d'excellence sportive. Mais bon, il y avait un cahier des charges à répondre, fallait passer devant un jury, donc il a fallu que je prépare ma présentation, etc. Parce qu'en fait, si on n'était pas labellisé au parcours d'excellence sportive, on déclenchait pas les subventions publiques, etc. Donc derrière, ça faisait que je n'avais pas de salaire à partir je suis embauché depuis le 1er avril 2016. Et en fait, on a été labellisé au mois de février 2016. Donc tout simplement, c'est si on n'était pas labellisé, derrière, ça déclenchait pas mon emploi. Et donc, c'était un moment de stress aussi, avec des périodes de doute, parce qu'on se dit, est-ce que le centre de formation va vraiment voir le jour? Est-ce qu'on va avoir les meilleurs éléments chez nous? Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt d'en avoir un? Voilà, on se pose toujours des questions, parce que quand on met en place, on voit pas tout ce qui va se passer derrière. Maintenant, avec du recul, je me dis qu'on a eu raison et ça brille, mais quand on est dedans, non, non, on est en plein doute et on se pose toujours des questions. Mais voilà, il faut toujours aller de l'avant et puis croire en soi. Mais ça n'empêche pas qu'on peut avoir des doutes. Et au niveau des transferts, du coup, aujourd'hui, il y a eu quand même quelques coureurs qui sont passés par la CEF, effectivement. Mais il y en a aussi pas mal qui sont encore en formation avec le sens, etc. Comment tu t'en sers de ce vivier-là? Nous, l'idée, c'est que un à deux athlètes juniors intègrent nos rangs chaque année. Alors là, normalement, ça devait être Esteban Fouché qui devait intégrer nos rangs de l'effectif U19 vers l'équipe continentale. Malheureusement, après, on se doit de se structurer. Alors, c'est parce que le cahier des charges de la Ligue nationale de cyclisme s'est un peu densifié. Il est un peu plus strict. Et puis, on est resté sur le même budget. Donc, il a fallu faire des sacrifices au niveau des coureurs. On est passé de 14 à 12 coureurs, tout simplement. Et donc, on a privilégié des coureurs qui avaient un peu plus d'expérience, comme Pierre-Henri Basset ou Antoine Hu, qui sont espoirs 1. Voilà, on a préféré privilégier des espoirs 1 que des juniors 2 parce que le calendrier est quand même assez dense. Même si on a des courses classe 2, des courses de formation, on a quand même beaucoup de courses classe 1 et Pro Series dans notre calendrier. Donc, on trouvait ça un peu trop prématuré pour Esteban. Donc voilà comment le choix s'est fait. Mais l'idée, oui, c'est que les meilleurs jeunes de notre centre de formation intègrent notre équipe continentale de développement et qu'ils fassent leurs armes après dans leurs premières années pro et qu'ils nous fassent surtout des résultats. C'est ce qui est important pour nos partenaires, pour nos supporters, pour continuer de faire grandir la structure. Et puis après, l'idée, c'est qu'ils partent dans des équipes World Tour ou Pro Team. Mais voilà, on a toujours. Moi, j'ai aussi ce petit rêve, c'est de grandir avec un coureur qui est passé chez nous. Et puis pourquoi pas être en Pro Team et en World Team dans les prochaines années. Ouais. Justement, tu parlais de la difficulté justement financière pour certains clubs. On le voit pas mal maintenant dans ces temps-ci, avoir beaucoup de clubs qui ont des difficultés. Vous, quand justement au CIC, comment vous faites pour essayer de régler ce souci-là? Est-ce que vous avez des sponsoring, ce genre de choses en plus? Là, tout simplement, c'est que cette année, on avait 3 coureurs financés. On avait donc Noah Isidore par rapport à H2R, on avait Hubert Grigowski par rapport à Arkea et puis Pierre Barbier qui arrive avec des sponsors. Donc ça fait tout de suite 100 000 euros qui étaient partis pour l'année prochaine parce que c'est des coureurs qu'on a plus en 2024. Donc il a fallu trouver déjà 100 000 euros. Donc on les a trouvés. Donc ça veut dire qu'on est quand même dans une croissance parce qu'on a trouvé 100 000 euros de plus de partenariat. Mais on est resté au même niveau de budget tout simplement. Et nous, après, la différence qu'on a par rapport à d'autres structures, que ce soit des World Teams ou certaines Pro Teams françaises,
c'est qu'on a on a quand même un modèle économique diversifié. Alors, on reste sur du partenariat privé, hein, bien sûr, et public, mais on a 120 partenaires et donc c'est CICU Nantes Atlantique. Donc, on a les collectivités qui sont dans le naming, on a le CICU, puis on a quand même Premier Tech et Adris qui sont des gros partenaires derrière. Donc, Ok. voilà, c'est ce qui fait que si demain il y a un partenaire qui s'en va, on pourra continuer d'exister et d'avancer. Donc c'est ce qui est plutôt rassurant. Quand on n'a qu'un gros ou deux gros sponsors, bah, quand il y en a un qui se retire, c'est plus compliqué si on ne retrouve pas de continuer, quoi. Tu as parlé de devenir dans les prochaines années une équipe Pro Team, voire World Team. Est-ce que tu penses que c'est réalisable? Est-ce que c'est un objectif réalisable? Pour la World Team, on va pas y rêver tout de suite. Je pense que on verra. Il faut déjà passer par la case Pro Team et puis on verra par la suite s'il y a un intérêt. Et en fonction du paysage français, on a déjà 4 World Team en France. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin de plus sur notre territoire. Par contre, nous, on se doit d'être en Pro Team rapidement par rapport à ce qui se passe dans le cyclisme en France avec toutes les équipes réserves qui arrivent, notamment Arkea, BNB, avec Decathlon AG2R et puis Groupama FDJ. Donc, si nous, on veut former toujours les meilleurs, on se doit d'être un cran au-dessus de tout le monde. Donc, voilà pourquoi il faut qu'on soit en Pro Team. Alors après, on parle de Pro Team deuxième division. Je ne parle pas de Tour de France, hein, je parle juste déjà si on peut faire Paris-Roubaix, Paris-Nice et Grand Prix de Pouet. Ce sera déjà ça en plus dans le calendrier. Ça permettra d'attirer un peu plus de jeunes pépites et puis d'avoir aussi un calendrier qui soit. Parce que quand on est en pro team, on peut faire les courses classe 2 comme le Tour de Bretagne, etc. Donc des courses de formation. Et donc l'idée, c'est de rester sur de la formation aussi dès 2025. Donc si je comprends bien, le centre de formation au CIC, il est vraiment très important. C'est une partie importante du club, de l'équipe. Ouais, c'est la base, c'est l'ADN. Hein, on a démarré par ça, donc on se doit de rester. Hein, c'est notre colonne vertébrale. Voilà, on est sur la formation, on doit rester sur la formation et ça n'empêche pas de grandir tout en étant dans la formation. Nous, ce qu'on veut, c'est surtout que l'athlète en venant chez nous, voilà, c'est qu'il ait la tête bien faite, c'est qu'il se concentre sur le sport, c'est clair. S'il veut devenir professionnel, il faut s'entraîner, etc. Mais on va mettre en place des plages horaires pour qu'ils puissent s'entraîner et qu'ils puissent surtout aussi avoir un diplôme. Et puis avec nos valeurs, qu'ils puissent avoir la tête bien faite et s'insérer dans la vie active. C'est ce que je dis. Hein. À partir du moment où on a envie de travailler, qu'on se surpasse, ça n'empêche pas qu'on ait des doutes, mais qu'on se surpasse, qu'on a un esprit d'équipe et qu'on est respectueux, je vois pas pourquoi on pourrait pas s'épanouir dans la vie. Donc voilà, c'est les valeurs qui sont importantes chez nous et l'idée, c'est que nos jeunes s'épanouissent demain dans la vie active. Est-ce que tu peux nous éclairer sur le passage du Continental au Pro Team? C'est tout simplement une histoire de budget. Hein. C'est une histoire de budget. Continental, c'est 10 coureurs minimum. Pro Team, c'est 20 coureurs minimum. Il y a le staff autour. Les salaires minimums sont plus élevés et c'est ça qui fait qu'on est Continental Team ou Pro Team. Après, ça se raréfie parce que forcément, quand on est en Pro Team, il faut quand même qu'il y ait des performances. Sinon, les partenaires, ils ne croient pas au projet et ils arrêtent. Et donc voilà, mais après, entre la Pro Team et la World Team, par contre, c'est encore différent. C'est que là, il y a vraiment le critère sportif. Il n'y en a que 18 et puis ça restera 18. Mais en Pro Team, il n'y a pas forcément de maximum. C'est juste qu'il y a des wildcards pour aller sur les belles courses et avoir de la visibilité. Mais d'être en Pro Team, ça coûte de l'argent. Donc, s'il n'y a pas de visibilité, les partenaires, ils arrêtent de payer. Et puis, l'équipe est cool. Donc, voilà comment ça se passe, tout simplement. C'est que il y a forcément, c'est un budget minimum moi, j'ai fait le calcul. Le minimum du minimum, c'est 2,5 millions pour être en Pro Team si on veut passer le cap. Et moi, j'aimerais savoir quels sont les premiers objectifs de cette année 2024 pour la team Nantes Atlantique. Les objectifs, ils sont divers. Hein, c'est d'être dans les 50 premiers UCI en fin d'année, parce que le classement UCI est important sur les continentales françaises l'année prochaine avec le nouveau cahier des charges de la Ligue. C'est toujours de faire passer des coureurs au-dessus. C'est de gagner des courses, c'est important. Gagner des courses, c'est primordial. Et c'est de former donc nos jeunes à progresser. Il y en a qui vont exceller tout de suite. Et on l'espère avec Artus, avec les membres Brass Afonso, qui sont des coureurs un peu plus expérimentés et qui ont été des très bons coureurs amateurs.
On sait qu'il y a Maël Guégan qui est le pilier dans l'équipe. Donc voilà, nous, on espère tout de suite être présents sur les courses comme Marseillaise-Bessèges. Bien sûr, je ne vais pas vous dire qu'on va avec l'ambition de gagner la Marseillaise ou Bessèges. Ça serait un peu prétentieux, mais on a envie de bien y faire. Je pense qu'un top 10 à Marseillaise et de jouer des étapes sur Bessèges, c'est réaliste. D'accord, bah merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous pour cette interview. On va vous souhaiter une bonne soirée et puis encore merci d'avoir été avec nous. Je sais pas si vous avez quelque chose à dire les gars. Ouais, Merci à toi Anthony et puis super pour cette interview, c'était très agréable. C'est un peu notre parrain, c'était le premier, donc ça sera retrouvé en tout cas sur Second Ça Side. marche. Bonne chance pour 2024 et bonne saison. Merci. Merci. Salut. Salut.